jours plus tard, il est tué au combat par Lapu-Lapu, un seigneur indigène. En fait, Lapu-Lapu n'avait pas d'épée. Il se battait avec des bâtons, un art guerrier qu'on a appelé l'escrima et qui vient d'être déclaré en 2010 sport national des Philippines. Les soldats espagnols et les Philippins se sont battus parce que, quand les Espagnols ont débarqué sur l'île de Mactan, le seigneur de Mactan, qui est notre héros national, l'un de nos héros nationaux, Lapu-Lapu, vous savez, les Philippins sont chauds et quand Magellan a abordé la plage de Mactan, Lapu-Lapu l'attendait. Il n'a pas autorisé Magellan à entrer dans l'île. Surtout qu'il s'agissait de christianiser les Philippins à cette époque. Je ne suis pas certain parce que je n'étais pas né à cette époque-là. Mais en tout cas, c'est ce que j'ai entendu. Donc Lapu-Lapu a battu Magellan en utilisant seulement des bâtons en bois. Par exemple, il va m'attaquer comme ça. Je le contre de cette manière. S'il attrape mon bâton, je frappe. Et après, je me dégage. S'il m'attaque de ce côté, je pars et contre-attaque en pique. Si je fais ça, je peux aussi lui donner un coup de pied, un coup de poing, un autre coup de pied. C'est un style pour le combattant, pas pour la compétition. Je me rends à Danao, non loin de Séoul, une petite ville connue pour sa fabrication artisanale d'armes. Une centaine d'artisans anciennement illégaux ont été regroupés dans une coopérative sous contrôle de l'État. La violence est permanente aux Philippines. Entre la lutte armée du Front National de Libération musulman au sud du pays, le maquis de la nouvelle armée du peuple maoïste au nord, et une pratique musclée de la démocratie par des clans qui ont gardé l'habitude de s'exprimer à coups de pistolet. Voilà comment on commence. On a un guide et un morceau d'acier. On suit le modèle pour la découpe. Vous voyez, on découpe tout autour. Ensuite, voilà le résultat. Vous voyez, celui-là est presque terminé. Et maintenant, on peut tirer avec. Les armes sont populaires ici aux Philippines. Mais la plupart sont utilisées pour commettre des crimes ou des hold-up. Et on découvre dans les journaux que les armes utilisées pour ces crimes sont illégales. Donc sans licence. Mais toutes les armes qui sortent de notre coopérative, elles, ont une licence. Dans ce pays où la criminalité est très élevée, les prisons sont surpeuplées et la réhabilitation des criminels est un défi social. Le centre de détention et de réhabilitation de Cebu a imaginé une réponse. Un grand spectacle chorégraphique avec plus de 1000 détenus danseurs et une représentation publique ouverte aux visiteurs tous les derniers samedis du mois.
Danser en prison. Les Philippins ont peut-être inventé quelque chose qui peut révolutionner notre perception de l'univers carcéral. Je suis extrêmement satisfait. Nous sommes tous très heureux. On ne s'attendait pas à avoir une telle exposition internationale. Non, vraiment, vraiment. Parce que pour nous, c'était juste un programme de réhabilitation par l'exercice. On l'a mis sur YouTube comme ça, simplement pour voir. Et tous ceux qui l'ont vu ont été tellement surpris. Ils se demandaient si c'était de vrais détenus, de vrais prisonniers, si c'était une vraie prison. Vraiment, oui, vraiment. Est-ce que leur tenue orange était de vraies tenues de prisonniers? Et puis les gens ont commencé à venir ici et c'est devenu un énorme succès. On ne pouvait pas croire ce qui nous arrivait. Nous étions devenus célèbres. Une célébrité avec des retombées financières qui ont généré de la corruption. Momentanément interrompu pour un grand nettoyage administratif, le programme de réhabilitation a repris avec une nouvelle gestion. J'ai la chance d'entrer pour quelques heures seulement. En ce moment, ils sont très occupés à distribuer des baskets. Et c'est la gouverneure qui leur offre à tous. On m'a autorisé la visite sans aucune restriction. Il y a ici 1500 détenus, dont 60 femmes, logés à 14 par cellule. On aime danser. Personne ne nous force à le faire. Avant, je ne savais pas comment danser. Mais j'ai appris depuis 10 ans que je suis là. Je ne sais pas combien de temps il me reste à faire. Tous ici, nous attendons l'avancement de notre dossier judiciaire. C'est dur parce que nous sommes loin de nos familles. Au début, ça a été difficile. Parce que pratiquement personne ici ne voulait vraiment danser. Ils ne voulaient pas. Mais après un certain temps, ils ont décidé de s'y mettre. Parce que ça donne des avantages. C'est bon pour le corps. C'est un bon exercice. Je suis heureux d'entendre. Hey, je t'ai vu sur YouTube. Alors je dis merci. Voilà ce que je réponds. Pour moi, la danse est une part de ma vie dans cette prison. Ça me permet de ne pas m'ennuyer, de ne pas penser à mon dossier judiciaire et de ne pas penser à la situation de ma famille. J'essaye simplement de prendre plaisir à danser parce que la danse fait partie de moi. Je veux continuer à apprendre et rester à l'écart de ma famille pour ne pas leur créer de tort. Parmi vous, nous trois. Et depuis combien de temps vous êtes là? Elle, c'est pour meurtre. Moi, ça fait 2 ans, elle, 3 ans. Combien d'années il nous reste? Ça dépend des cas. Elle a commis un meurtre. Moi, je suis là pour drogue. Elle aussi. Et elle, c'est le jeu. Tout
heureuse et triste, parfois heureuse, parfois très seule. Un jour, des détenus étaient de sortie, menottés. Quand il y a eu un problème avec le fourgon cellulaire, un pneu crevé, les gens qui les ont vus n'étaient pas effrayés et ils ont dit « Ah, vous êtes les détenus danseurs. On peut se faire prendre en photo avec vous ?» Les gens n'avaient plus peur d'eux. C'était ce que nous voulions accomplir. Faire reconnaître que ce sont des êtres humains aussi. Oui, eux aussi, ce sont des êtres humains. Ils sont emprisonnés, mais ils sont toujours humains. Nous en sommes fiers. Je suis fier d'être leur chorégraphe. Et ils sont fiers d'être des danseurs. Le CPDRC met à ma disposition un fourgon pour rentrer en ville. Pour la première fois, je suis heureux de voyager dans un tel véhicule. Demain, je pars pour Palawan, qu'on appelle le dernier paradis ou la dernière frontière. De Cebu City, je rejoins l'île de Palawan, que je parcours du sud au nord jusqu'à Flower Island pour terminer mon voyage dans l'archipel des Calamianes sur l'île de Coron. Au début de mon voyage, j'ai franchi les glissements de terrain. Ici, ce sont des inondations. Des inondations qui ne seraient pas qu'un phénomène naturel. Palawan est morcelé en près de 400 concessions qui sont en cours d'attribution à des sociétés minières, gazières, pétrolières, marines et des sociétés de production de palmiers. Un conflit gronde entre les autorités et la population qui refusent l'implantation d'une mine de nickel qu'ils rendent responsable des inondations. L'industrie minière peut vraiment affecter la vie des gens ici. Nous dépendons tous de l'irrigation sans laquelle on ne peut pas cultiver le riz. Et avec les travaux de la mine, la montagne est affectée et nos rizières avec. La mine n'est pas encore ouverte, mais de nombreux forages ont déjà été faits. Et vous pouvez voir l'inondation. Pourtant, il ne pleut pas très fort. Alors qu'est-ce que ça va être quand la mine sera opérationnelle? Notre système d'irrigation est déjà endommagé. Les opérations minières auront un impact sur les rizières et même sur le sol. Cette montagne qui s'étend jusque là-bas, c'est la concession de nickel de Macro-Asia. Une concession de plus de 5000 hectares. Le mont Gantung est le lieu sacré de notre tribu. C'est là que se déroulent nos récits anciens qui sont la base de la culture de notre tribu Palawan. Le mont Gantung est aussi une source d'eau. Il est couvert de forêts humides qui régulent